Alors, Khadija Sharif, bonjour. C'est vraiment un honneur, Bonjour. je te jure, pour moi de t'interviewer et que tu passes dans mes podcasts. Ça me fait vraiment plaisir, surtout que tu vas parler d'un sujet qui m'est très cher, euh, qui est le sujet des femmes. Les femmes, le féminisme dans le Maghreb est extrêmement important. Alors, sans plus tarder, je te pose la première question, hein. Peux-tu nous Oui, parler des défis uniques que rencontre le mouvement féministe? Hein, dans les oui. pays du Maghreb, en particulier dans un contexte marqué par la montée de l'islamisme et certaines méfiances envers les influences occidentales. Écoutez, nous, on a commencé le mouvement il y a quand même des dizaines d'années et je trouve qu'il y a des acquis, que nous avons avancé sur beaucoup de choses. Le plus important pour nous, c'est de reconnaître les droits des femmes, d'être dans de réclamer l'égalité. Et je trouve que c'est vrai qu'on s'est inscrit dans les valeurs universelles. Nous avons tout fait au niveau du Maghreb pour que nos pays ratifient la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW. Nous avons avancé malgré les problèmes. Le premier défi et la première difficulté, d'abord, c'est qu'on n'était pas dans des régimes démocratiques. Et je pense qu'on ne peut pas avancer sur les droits des femmes si on n'a pas la liberté de parler, la liberté de faire entendre nos voix et de faire nos revendications et de faire pression. Donc, déjà, la première difficulté, elle est là. La deuxième difficulté, c'est vrai, ces dernières années, malgré ces avancées-là, on a eu à faire face, et surtout nous, ça a commencé dans les années 80, mais pour la Tunisie et je pense pour le Maghreb d'une manière générale, avec les révolutions. Et ce que nous avons vu, c'est que on sait dans toutes les sociétés du monde, il y a des résistances. Et il n'y a pas de possibilité, si tu veux, à avoir une unanimité au niveau de la société. Donc, on a fait avec. Il y a des résistances et il y a ce qu'on appelle en sociologie les pesanteurs sociologiques. Donc, ce conservatisme et cette résistance étaient là. Donc, déjà à l'époque, on a un pouvoir qui n'est pas démocratique et on a du conservatisme dans nos sociétés. C'est ajouté à ça l'islam politique. Et avec les révolutions, il a pris de l'ampleur. Et je trouve que c'est étonnant ce que je vais dire, c'est que d'un côté, effectivement, ça a été difficile, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de positif parce il y a eu un vrai débat démocratique, en tous les cas, si je parle de la Tunisie, mais je pense que c'était pareil en Algérie comme au Maroc, et on a soulevé même des questions taboues qui sont celles de l'égalité dans l'héritage, comme l'homme chef de famille, les réformes, même si on les a revendiquées avant des codes de la famille en Algérie, la Moudaouna au Maroc ou le code du statut personnel en Tunisie. Et en tous les cas, je trouve que en ce qui concerne aussi bien la Tunisie que les pays du Maghreb, on a avancé, malgré l'islam politique. Et ça, c'est vrai que c'est un grand défi parce qu'à un certain moment, le conservatisme dont je parlais et les résistances et les pesanteurs sociologiques ont pris de l'ampleur grâce à l'islam politique. Mais par ailleurs, avec les débats, avec l'engagement, avec la liberté de parole, avec l'explication qu'on donnait, on est arrivé quand même. Il y a eu la levée des réserves à la CEDAW dans les trois pays, même si ce n'est pas satisfaisant et ce n'est pas total. Et on a avancé, on a fait les réformes des codes pas peut-être pas pour l'Algérie, mais pour le Maroc et la Tunisie. Il y a eu des réformes qui sont importantes. Pour nous, en Tunisie, on a inscrit la parité, on a eu un débat sur l'héritage, on a fait voter une loi contre les violences à l'égard des femmes. Donc, malgré cet islam politique, malgré ces traditions ancrées dans nos sociétés, je trouve qu'on a fait un pas en avant. Maintenant, le grand problème que tu poses, et c'est vrai, c'est que nous, on a un référentiel universaliste. Et le fait de voir cette méfiance à l'égard de l'Occident, qui est justifiée en ce moment, effectivement, c'est aussi un frein parce qu'elle donne raison à ceux qui remettent en cause cette universalité des droits humains et des droits des femmes. Et ça, c'est un combat.
mais nous résistons et on continue à avancer. D'accord, tu me tends une perche, puisque vraiment ce volet culturel est effectivement extrêmement important, puisqu'on a toujours l'impression que le féminisme est importé, il vient de l'autre rive de la Méditerranée, que les femmes ne sont pas capables de s'émanciper. Il y a une espèce de croyance, évidemment, à laquelle je n'adhère absolument pas. Et donc, finalement, on commence à observer, c'est ce que tu es en train de dire, un côté positif dans ce mouvement. Il y a des choses qui se font. D'abord, parle-nous un peu de ces choses qui se font et la complexité de les mettre en œuvre ou de les voir se réaliser effectivement. Et puis on viendra à la question du monde occidental et de la déception justement du mouvement féministe vis-à-vis de Oui, l'Occident. oui. Alors, les choses qui se mettent en œuvre, d'abord, il y a une chose, c'est le droit, les textes de loi. Et je trouve que réformer les codes de la famille est quelque chose de garanti. Je trouve aussi que l'adhésion à la CEDAW, la Convention, de nos trois pays qui ont ratifié la Convention est quelque chose de positif. Donc, je me répète, mais c'est important de le dire. Oui, Là où il y a problème, c'est dans les applications. À la CEDAW, ils ont fait des réserves, ce qui vide la convention de son contenu. Mais à côté de ça, il y a eu ce mouvement féministe qui a revendiqué la levée des réserves. Et même l'Algérie, elle a levé certains articles sur lesquels elle avait fait des réserves. Donc, elle a levé ses réserves. Donc, c'est une avancée. Ce qui traîne, malheureusement, et ça c'est politique et c'est dû aussi à l'absence de démocratie, c'est l'application de tout ça. C'est au niveau, on croit que que tout est importé de l'Occident, mais ça c'est le vécu des femmes, l'injustice, l'inégalité, la violence, tout ce que subissent les femmes. Elles sont exclues elles n'ont pas le leadership politique, elles ne sont pas assez présentes, mais on commence quand même à voir des avancées sur ça. Nous, en ce qui nous concerne, au niveau de la loi déjà, si je parle de la polygamie, qui a été qui n'existe pas dans notre code, même dans les pays où elle existe, il y a des pratiques sociales même si le droit les permet, elles sont, elles sont inexistantes. On le voit dans le vécu. Donc, il y a quelque chose qui travaille les sociétés qui fait que toutes ces injustices et toutes ces traditions sont en train quand même de perdre de leur pertinence, même si les politiques et même si l'islam politique, même chez nous, après la Révolution, c'est la remise en cause du statut personnel qui a aboli la polygamie. Il y a une demande, mais les femmes n'y adhèrent pas. Et même les femmes conservatrices n'y adhèrent pas. Donc, je trouve que ça, c'est des avancées. Nous, aujourd'hui, notre génération, et encore plus la génération de nos enfants, ne vivent pas comme vivaient nos mères, même si la polygamie n'existait. Il y a aussi au niveau de l'éducation, on voit que la réussite des femmes au niveau du Maghreb, leur percée, elles sont de plus en plus dans la vie active. Tout ça est quand même au niveau du vécu et quelque chose d'essentiel. Et donc, ça fait tomber, selon moi, les critiques qu'on nous fait que c'est des préoccupations occidentales, que c'est importé de l'Occident, que tout ça, on est des suppôts de l'Occident. Je trouve que la réalité et le vécu sociologique fait tomber ces critiques-là. Maintenant, c'est pas facile parce que la politique et les nationalistes arabes, etc., continuent à faire avancer ces arguments. Bien sûr, il y a des gens qui y croient, il y a des critiques, mais il y a quand même une résistance au niveau du Maghreb et je trouve que quand même, il y a des acquis. c'est beaucoup d'espoir tout ça. Il y a de belles choses qui se font, donc on peut continuer à espérer d'autres avancées. Mais actuellement, ce qui se passe comme événement dans le monde, particulièrement Oui, oui, évidemment, oui, qui nous oui. touche tous, les événements Ah au oui, Moyen-Orient, le oui. féminisme en lui-même est-il impacté par ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient?
En tous les cas, d'une manière générale, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est le rejet et la critique de l'Occident, et qui est totalement justifié. Et je suis d'accord, parce que, ce que nous voyons, c'est que les valeurs communes sur lesquelles nous, on a bâti, rêvé, disons les démocrates d'une manière générale, les féministes de façon particulière, se trouvent en porte-à-faux par rapport à ça. Et ça donne raison à ceux qui doutent, ça donne raison à ceux qui refusent ces valeurs universelles, ces valeurs communes sur lesquelles on voulait construire une humanité et plus juste, un monde humain plus vivable, un partage réel de ces valeurs-là. C'est la déception totale. On voit que l'Occident, on a toujours vu, il n'y avait pas d'illusion, hein, quand même quand j'étais étudiante, qu'on luttait contre l'impérialisme et on voyait que aussi il y avait deux poids et deux mesures. Mais aujourd'hui, avec la crise au Moyen-Orient, c'est devenu plus flagrant, plus grave et plus profond. Et il y a un questionnement. Bien sûr, ça ne va pas en faveur des droits des femmes et ça ne va pas, ça n'aide pas, si l'on veut, surtout qu'on taxe ces valeurs-là de valeurs occidentales, alors que je considère que l'humanité entière a participé à ça. On n'a pas besoin d'être blanc, riche, pour croire que l'égalité est bonne. Non, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quel que soit le lieu, les femmes, elles vivent des discriminations qui doivent disparaître et qui sont injustes et elles sont, dans ce cas précis, universelles. Et il faut continuer à expliquer ça. C'est vrai que ça devient plus dur. Et c'est vrai que je vois que le mouvement démocratique, d'une manière générale, et le mouvement féministe, de façon particulière, a des difficultés à se faire entendre de plus en plus face à ce que l'Occident est en train de renier des valeurs auxquelles le monde aspirait, l'humanité aspirait pour construire un monde meilleur. On est en difficulté, mais il y a une résistance. Il y a un moment, bon, l'histoire, effectivement, il y a, comme on sait, des moments de réussite, je dirais, et d'acquisition et d'avancée, et il y a un moment de creux. On est dans un moment de creux qui est malheureux, qui constitue un recul. Je pense qu'on doit reprendre à zéro pour faire croire et faire admettre que ces valeurs-là, on ne doit pas les renier parce que c'est les valeurs humaines qui font avancer la cause de l'humanité, mais la cause des femmes en particulier, parce que c'est elles qui subissent le plus toutes ces discriminations. Et je reste, même si c'est un moment difficile je reste quand même très optimiste. Moi, je suis de nature optimiste, même s'il m'arrive de déprimer de temps en temps, mais je peux croire que bon, l'histoire oubliera ce moment-là et on fera une avancée, on continuera à avancer. On arrive au terme de ce podcast. Évidemment, ça sera ma dernière question, même si tu as déjà dessiné les contours de ta vision pour le futur, l'avenir du féminisme dans le Maghreb. Euh, c'est quoi comment tu vois l'évolution du féminisme au Maghreb pour les prochaines années et quel message tu aimerais passer à ceux justement qui sont les gouvernants et qui sont en charge de Oui, mettre en œuvre leurs oui. engagements, quel message tu leur passerais? Le premier message aux gouvernants, c'est déjà d'appliquer ce qui existe. Deux, de réformer les choses pour aller de l'avant. Trois, c'est vraiment instaurer la démocratie. La liberté est la chose essentielle pour qu'on puisse faire parvenir la parole et ça sera avancer la société et les premiers qui seront gagnants, c'est ça, c'est l'aveuglement de nos gouvernants, c'est ils seront eux-mêmes gagnants dans l'histoire et ils feront avancer leur société. Ça, c'est la première chose. Parce qu'avec le débat démocratique, on peut convaincre, on peut expliquer, on peut critiquer. L'Occident est critiquable et nous l'avons toujours critiqué même quand on était étudiant et on n'a jamais arrêté. C'est les gouvernants qui se sont inscrits dans leurs intérêts et l'intérêt étroit pour eux
qui se sont alliés plus à l'Occident que la société civile, que les féministes. Nous, on croit en des valeurs, en des principes, à une vision, à l'humain, à faire avancer la cause. Ça, c'est essentiel pour moi. C'est un message que j'aimerais donner. Deuxièmement, c'est de dire à la société civile de continuer son combat. C'est vrai qu'en ce moment, dans les 3 pays du Maghreb, il y a un moment, je dirais, je ne voudrais pas dire de déclin, mais disons de recul un peu. Il est difficile aujourd'hui de débattre. C'est devenu passionnel. Il y a la haine envers, envers l'autre, je dirais. Même chez nous, il n'y a pas la haine seulement de l'Occident, mais il y a la haine aussi entre classes, entre catégories, entre femmes et hommes. Il y a un rejet. C'est un moment difficile. Mais je pense que partir du vécu, expliquer, débattre, c'est ce qui nous fera avancer. Et je pense que le vécu des femmes est un vécu difficile. Quand je vois qu'en Tunisie, en quelques mois, il y a eu 27 féminicides, qui peut être indifférent à la violence à l'égard des femmes? Qui peut être indifférent à l'application de la loi que nous avons votée, qui a été votée au Parlement et pour laquelle on s'est battu pendant des années? Euh, C'est-à-dire que c'est ce vécu-là, ces injustices-là, ces discriminations-là qui vont au maximum de malheur des femmes peut nous faire avancer et peut en même temps être réaliste sur les enjeux aujourd'hui du monde, de ce qui se passe, d'être critique effectivement envers les États occidentaux. Mais aussi, moi, je voudrais terminer, et je sais que ça peut même choquer, on a aussi des alliés en Occident. Il y a des gens qui pensent comme nous, il y a des gens, moi je vois des textes qui sont écrits par certains sur la question palestinienne qui sont plus pertinents et plus engagés que des textes écrits chez nous. Il y a quand même, même si on est révolté, même si je veux dire qu'on ne peut pas tout rejeter, on ne peut pas continuer à ignorer aussi et que c'est cette solidarité qu'on peut retrouver aussi de l'autre côté peut nous faire avancer et remettre la question au cœur du débat. Déjà, Sherif, merci pour la sincérité de ton propos. J'en ai vraiment beaucoup appris et j'espère que ceux qui vont Je vous en t'écouter vont prie. en apprendre davantage. À Je te bientôt. remercie à toi d'avoir pensé à moi et j'espère que j'ai été claire. Et au Voilà, plaisir. c'est ce que je Avec plaisir. pense et c'est ce que j'espère pour nos pays et c'est ce que j'espère pour l'humanité et pour toutes les femmes du monde. Que la fin des discriminations, la justice, que les femmes aient aussi accès au pouvoir, aux postes de décision, qu'elles puissent elles-mêmes participer à ces changements et pas laisser tout le temps la majorité des questions prises en otage par les hommes qui voient que leurs intérêts. Excuse-moi, Slim, tu es un homme, mais tu es quand même féministe et ouvert. La preuve, c'est que tu t'intéresses à cette Tu, tu, question-là. tu, Si tous tu, les hommes pensaient comme toi, eh ben, on serait content et la question serait plus voilà. facile, le combat serait plus facile à mener. Tu as une Voilà, voix qui merci à porte. toi. Tu as une voix qui porte et je suis content que tu nous aies accordé cet entretien. À bientôt, au À plaisir. très